Vous avez 4 casquettes ici en République démocratique du Congo. Vous êtes le représentant spécial adjoint du secrétaire général des Nations Unies ici en RDC. Vous êtes coordonnateur humanitaire, vous êtes coordonnateur du système des Nations Unies, représentant pays du PNUD ici en République démocratique du Congo, mais vous êtes l'invité de Diplomatique Show en tant que coordonnateur humanitaire, dont nous allons axer notre entretien sur l'humanitaire ici en République démocratique du Congo. Merci infiniment pour cette opportunité, quoique tout en étant coordonnateur humanitaire, dans le travail, c'est très difficile souvent de faire la différence entre les différents chapeaux. Vraiment. Et l'idée, c'est de faire en sorte que nous puissions en fait utiliser ces différents chapeaux pour être encore beaucoup plus effectifs dans l'assistance et la coopération que nous faisons en République démocratique du Congo. Alors, parlons de l'humanitaire. Quel est le plan d'action humanitaire 2015 pour venir en aide aux populations affectées, de réduire leur vulnérabilité face aux crises en République démocratique du Congo? Vous savez, nous sommes maintenant en fait à près de 15 ans depuis que les crises ont commencé, où la communauté humanitaire collabore avec le gouvernement de la République démocratique du Congo pour vraiment apaiser un peu les peines des populations. Cette année, nous avons lancé le plan d'action humanitaire 2015 et j'avoue, ça fait 2 ans que je suis au Congo. Ça a été une des cérémonies avec une très forte participation de la partie congolaise. Et pour moi, ça a été vraiment un témoignage éloquent que ce sujet était aussi important vraiment pour les autorités. Et c'est pourquoi ils nous accompagnent dans ça. Alors, c'est quoi le plan d'action 2015? D'abord, du point de vue des coûts. Le budget que nous avons fait avec le gouvernement pour essayer de mobiliser pour cette année s'élève environ à 692 millions de dollars. Et l'idée, c'est quand vous comparez par rapport à l'année passée où c'était à peu près 832 millions, on a l'impression que en fait c'est parce que les besoins ont diminué. Mais non, cela n'est pas le cas. C'est vrai qu'il y a eu une amélioration parce que quand même depuis la prise du M23 et tout, il y a bien sûr des activités, des groupes armés qui se passent à l'Est et qui contribuent au déplacement des populations. Donc on peut dire que la situation s'est relativement améliorée, quoique on reviendra certainement là-dessus. Elle n'est pas au niveau où l'on aurait dit vraiment on n'aurait certainement pas besoin des humanitaires. Mais le fait que c'est passé de 832 millions à 692 millions, c'est simplement dû au fait que nous avions une meilleure planification. Parce que vous savez, le plan humanitaire se fait sur la base de projections, de chiffres. On dit par exemple, par rapport au contexte actuel, combien de personnes peuvent se déplacer s'il y a un groupe armé qui vient et tout. Donc on a fait vraiment une meilleure planification d'abord du nombre de personnes vulnérables, mais aussi une meilleure planification des cibles que nous avons faites. Alors ce qui fait que cette année, donc comme je l'ai dit, le coût s'élève à environ 632 millions de dollars pour lesquels nous espérons que nous allons pouvoir avoir l'attention de la communauté internationale et cela sous le leadership aussi du gouvernement parce que nous mobilisons ces ressources avec le gouvernement pour que cela puisse se faire. Et quelles sont ces cibles pour 2015? Les cibles, c'est d'abord les populations, bien sûr, qui sont concernées. Vous savez, contrairement aux autres plans, nous avions vraiment innové dans le cadre de notre plan d'action actuellement. Le fait que, au lieu que ça soit simplement une sorte de plan d'action qui va au niveau des géographiques, c'est plutôt lié maintenant aux crises. Nous avons déterminé 4 crises, c'est-à-dire les conflits armés. Nous avons aussi déterminé, parce qu'il y a aussi le problème de malnutrition qui se passe au niveau de choses, il y a les épidémies, le choléra, la rougeole, et il y a aussi les catastrophes qui peuvent se passer. Alors, donc, du point de vue des cibles que nous avons, c'est-à-dire nous avons les personnes qui sont dans le besoin, que nous avons estimé à environ 7 millions de personnes. Ouais, sur les 78 millions de la population de la RDC, c'est à peu près 10% de ça qui sont des cibles par rapport aux 4 crises. Mais ça, c'est les personnes qui sont dans le besoin. Nous n'allons pas
ce que nous faisons, ce n'est pas par rapport à toutes les personnes qui sont dans le besoin, mais il y a quand même des personnes les plus vulnérables. Et les personnes les plus vulnérables s'élèvent environ à 5,2 millions de dollars. C'est ça un peu le... C'est un coût quand même. Ça coûte parce que vous savez, quand vous prenez la RDC, et c'est ça un peu que je crois que beaucoup de gens ne comprennent pas, parce qu'ils voient, quand on voit par exemple les financements de l'action humanitaire, on se dit, oh, il y a beaucoup d'argent qui est dépensé dans ça. Parce que annuellement, dans ce pays-là, la moyenne de ressources qui sont utilisées ou qui sont mobilisées et même dépensées pour l'action humanitaire, c'est environ de 600 à 700 millions de dollars. Mais c'est dû à quoi? Vous savez, les zones dans lesquelles interviennent les humanitaires ne sont toujours pas des zones faciles. Oui, nous allons parler dans cet entretien. Alors moi j'aimerais quand même revenir un tout petit peu en arrière, en décembre 2014, sur décision des autorités provinciales. Environ 2300 personnes déplacées internes vivant dans le site de déplacés de Kouanga, dans le territoire de Rutshuru, ont été déguerpis pour cause. Le problème qui a été évoqué, des groupes armés ont occupé ces sites. Comment est-ce que vous avez vérifié cela? Comment est-ce que les déplacements se sont déroulés de toutes ces personnes-là? Vous savez, en tant que coordonnateur humanitaire, dès qu'on voit que les personnes qui sont dans des camps, on les fait partir, on se pose toujours des questions. Et l'idée, c'est que, et je l'ai dit en fait quand j'étais parti au niveau de Goma, parce que j'étais parti avec toute l'équipe humanitaire où nous avons rencontré vraiment le gouvernement qui, de façon très posée, très raisonnable, nous a donné les raisons pour lesquelles le gouvernement comptait fermer les camps. Alors, c'était clair que nous, notre rôle en tant qu'humanitaire, ce n'est pas de discuter la décision du gouvernement. C'est d'organiser ce déplacement dans les conditions requises. C'est-à-dire que le message... Ce qui n'a pas été le cas. Le message que nous avons voulu faire passer, c'était de dire que cela devra se faire selon les règles de l'action humanitaire. Quelles sont ces règles? Les règles, c'est que d'abord, vous savez, quand les personnes sont... Parce que vous savez, les personnes ne se déplacent pas quand elles veulent. Hein. Ouais. Elles se déplacent parce qu'elles sont obligées de se déplacer. Exactement. Moi, j'ai vu un cas où c'était à Mugungu, pour vous donner un exemple, comment c'est dur pour ces populations. Une femme, elle était venue à moi, en tant que coordinateur humanitaire, et elle me dit, merci pour tout ce que vous faites pour nous. Vraiment, sans vous, on aurait peut-être eu des problèmes pour survivre. Et elle ajoute en disant, mais ne vous découragez pas. Aidez-nous à rétablir la paix pour que nous puissions retourner chez nous et nous nourrir nous-mêmes. Alors cette sorte de résilience. Et ça me vient à l'esprit tout le temps. Pour moi, c'est chaque fois que je me sens fatigué ou je dis, bon, je perds espoir et je vois cette face-là, ça me fait repartir. Alors, vous voyez donc, pour revenir à la question, c'est ça justement. Ces personnes ne se déplacent pas parce qu'elles veulent se déplacer. Au contraire, elles veulent retourner chez elles pour elles-mêmes se nourrir. L'idée, c'est que quand elles viennent dans le camp, il faudra pouvoir trouver les moyens de pouvoir les faire repartir tout en faisant en sorte que ce retour se fasse dans les meilleures conditions possibles. Et que quand elles vont repartir, qu'elles puissent recommencer leur vie sans qu'il y ait d'autres attaches. Et voilà, c'était ça. Donc je crois que nous avons eu une réponse vraiment très, 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 à mon sens, j'allais dire, crédible du gouverneur. Parce que, et là, nous nous sommes aussi engagés en tant qu'humanitaires à dire, parce que le retour doit être volontaire, et que nous devons aussi travailler avec le gouvernement pour que vraiment le retour se fasse dans les règles de l'art. Mais en termes pratiques, quelles sont ces règles pour assurer un bon déplacement des populations vulnérables? Bon, d'abord, ça doit être volontaire. Deuxièmement, vous devez vous rassurer que quand les populations retournent chez elles, qu'il y a la sécurité, qu'elles vont y rester effectivement. Troisièmement, vous devez les aider à pouvoir recommencer leur vie. Alors, c'est tous ces aspects qui doivent être vus. Et je crois qu'une des leçons que nous tous nous tirons, je crois bien côté gouvernement et nous-mêmes, de ce qui s'est passé au niveau des camps, c'est le fait que peut-être dans la prochaine fois, en tout cas, au moment où nous allons ouvrir les camps, nous devons déjà commencer à penser à comment fermer les camps. Parce que nous devons déjà penser aux mesures durables
qui peuvent permettre justement, quand on va fermer les camps, que ces populations puissent retourner dans la dignité. Puisque vous parlez de la dignité, vous avez en même temps appelé les rebelles rwandais d'FDLR à des armées pour leur réintégration en dignité. Comment se sont déroulées ces opérations? Bon, pour le moment, comme vous le savez, ça, c'est, de toute façon, c'est dans le cadre même de la résolution qui a été donnée des Nations Unies. C'est une des priorités, et pour le gouvernement de la République démocratique du Congo et pour le gouvernement. Et je crois que c'était clair qu'il y a eu une volonté réelle du gouvernement, avec le soutien de la MONUSCO, d'aller dans ce sens-là. Je crois que, et c'est dans ce sens que nous sommes en train d'aller. Nous continuerons toujours à travailler avec le gouvernement pour que nous puissions atteindre cet objectif. Et ça, c'est important. Au-delà du FDLR, en tant que coordinateur humanitaire, pour moi, c'est tous les autres groupes armés qui contribuent à créer la situation de déplacement des populations qu'il faudrait voir, parce que une de nos priorités en tant qu'humanitaire, et même pas en tant qu'humanitaire, je crois que je le dis même au niveau du gouvernement, c'est vraiment la protection des civils, pour que ces populations puissent être protégées et pour qu'elles ne soient pas toujours en train de quitter d'un point à l'autre, simplement parce qu'il y a certains groupes opportunistiques qui viennent là pour leur créer des problèmes. Alors, puisque vous parlez du gouvernement, le premier responsable de toutes ces situations pour trouver des solutions, c'est d'avoir le gouvernement congolais. Est-ce que vous avez une très bonne collaboration? Avez-vous le sentiment que le gouvernement congolais vous aide pour trouver des solutions à toutes les réponses de crise humanitaire en République démocratique du Congo? Ou bien vous le sentez lointain, ce gouvernement? Non, personnellement, et vous avez dit au début que nous devons être très honnêtes dans nos réponses. C'est ce que nous avons fait et c'est ça l'objet de ça. Exactement. Nous avons de bonnes relations avec le gouvernement. Il peut toujours y avoir des défis, mais nous avons de très bonnes relations avec le gouvernement. Pourquoi je le dis? Parce que l'action humanitaire ne peut pas se faire dans ce pays-là sans que nous ayons une volonté politique réelle du gouvernement. Ça, c'est un. Deuxièmement, tout ce que nous faisons, parce que nous importons des biens et des vivres, ça doit se faire en détaxe d'une certaine façon. Le gouvernement, si le gouvernement ne veut pas, on ne peut pas le faire. Donc toute cette détaxe-là qui se fait, c'est la suite. Souvent, il y a quelques petits défis que nous avons concernant surtout avec les ONG pour la mise en œuvre, où il y a certains, j'appelle ça les défis administratifs. Mais là aussi, chaque fois que je suis parti rencontrer les autorités, non seulement ces problèmes ont été résolus, mais nous voulons peut-être aller beaucoup plus loin pour vraiment avoir réglé ce genre de problèmes de façon beaucoup plus systématique. C'est pourquoi le gouvernement même, sous l'égide du Premier ministre, a mis en place ce que nous appelons le cadre de concertation nationale. Et ce cadre de concertation était en fait le forum où le gouvernement et la communauté humanitaire se retrouvent, analysent les problèmes humanitaires dans les pays, les défis, et en même temps trouvent ensemble des populations. Et ça, c'est un élément vraiment essentiel. Nous avons eu une réunion de ce cadre de concertation. Il serait souhaitable que ce cadre continue, parce que je crois que c'est là où aussi le leadership du gouvernement dans l'action humanitaire peut se jouer davantage. Justement, je pose la question parce qu'on a l'impression que sur le terrain, le gouvernement est quasiment absent. Ce sont beaucoup plus les ONG, les organismes qui sont sur le terrain pour cette action humanitaire. Elle est presque seule à répondre à toutes ces crises humanitaires en République démocratique du Congo. Parce que lorsque vous évoquez le cas de la dame qui vous disait qu'elle voudrait bien regagner son village, mais elle aimerait elle-même trouver de quoi manger. Et le PAM, en ce moment-là, quelle sera son action? Vous savez, il y a toujours cette impression, effectivement, que, et je compatis à ce que vous dites, en disant que c'est toujours les ONG qui sont sur le terrain ou les humanitaires. Les gens oublient qu'une bonne partie de ceux que nous appelons les humanitaires qui sont sur le terrain, c'est aussi des Congolais, des ONG congolaises. Deuxièmement, vous savez, une administration ne peut pas être partout. C'est comme moi, en tant que système des Nations Unies, je ne peux pas être partout. J'utilise ces ONG, que ce soit des ONG nationales ou des ONG internationales, pour pouvoir mener ça. Pour moi, ce qui est important là, et nous avons aussi, avec le gouvernement, surtout dans les 2 dernières années, favorisé ce principe que nous avons appelé les missions conjointes. Parce que, qu'on le veuille ou pas,
il est important, quand vous avez le gouvernement avec vous là-dedans, le message passe bien, et mieux, c'est parce que l'action humanitaire ne peut pas se faire sans le leadership du gouvernement, c'est qui fait ça. Donc, à mon sens, le fait, cette vision, souvent que les gens ont à penser, parce que on voit que les gens qui sont dans l'action directement, on ne voit pas les hommes politiques qui sont derrière, et mieux, il y a aussi certaines mêmes agences qui sont dans le gouvernement qui participent. Ils ne sont pas nombreux, donc ils ne peuvent pas être partout. Vous savez, il y a des zones, quand vous allez dans le Rutshuru, le Massissi, il y a des zones où l'accessibilité est incroyable. Nous allons aussi en parler. Oui. Et c'est là où les ONG vraiment participent fortement. L'action humanitaire ne peut pas se faire sans ces ONG. Et c'est pourquoi nous disons qu'il est important qu'ensemble avec le gouvernement, que nous puissions créer justement les conditions qui puissent aider ces ONG à pouvoir faire ce travail. Pas aller contre la loi. Une certaine opinion pense que la présence des ONG, de toutes ces représentations diplomatiques dans ces zones, justement, est un peu comme un business, où il faut carrément leur présence pour subvenir aux besoins de toutes ces populations vulnérables. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous savez, moi, je suis toujours d'avis que... La population congolaise n'est pas très bien informée sur l'action humanitaire de vos actions. Hein. C'est pas tout le monde qui a accès sur le net. Vous savez, je dis toujours, ce n'est pas sur le net que ça se passe. C'est sur le terrain. C'est sur le terrain que ça se passe. Et mieux, c'est que la population dont vous parlez, pour nous, ce qui est important, c'est vraiment la population vulnérable, celle avec laquelle, qui est sur le terrain, qui travaille avec laquelle nous collaborons. Et là, pour nous, c'est vraiment important. Parce que c'est ce genre de questions que vous posez là. Moi, j'aurais bien aimé dire que ces mêmes questions soient posées aux populations vulnérables. Parce que vous savez, nous, en tant qu'humanitaires, nous sommes aussi redevables vis-à-vis de ces populations. Tout à fait. Vous savez, donc, il faudrait que ce que nous faisons, que ça soit ça. Et c'est pourquoi je vous dis cette image de cette femme me revient toujours. Parce que pour moi, c'est mieux que toute évaluation. Parce que quand elle-même, elle vient me dire, oui, vous nous avez aidés. Est-ce que vous l'avez revue après? Oui, après je l'ai revue. Elle est encore à Mubungu et je crois qu'elle veut vraiment aller parce qu'elle est du Massissi. Okay. Elle veut aller dans le Massissi. Pourquoi tout cet aspect du transfert des camps dans les zones en retour est important pour nous. C'est pourquoi nous voulons que ça se fasse quand même dans les règles de l'art pour que quand elle retourne, justement, qu'elle soit dans les conditions qui puissent lui permettre, comme elle le dit elle-même, se nourrir et nourrir ses populations. Pour revenir donc à votre question, c'est-à-dire cette image que l'on a souvent des ONG qui sont là. C'est vrai, il y a des zones souvent qui sont incroyables. Moi, j'ai vu des humanitaires et souvent même des ONG nationales, et ce n'est même pas des ONG internationales, qui sont dans des zones impossibles et quand même qui font du travail. C'est pourquoi je dis toujours, pour être humanitaire, il faut aimer le travail. Parce que quand on n'aime pas le travail, on ne peut pas être humanitaire. C'est le cœur. Sauver les vies. Vous avez, puisque vous parlez de ces zones à conflit, vous avez un grand défi sur l'aspect humanitaire, c'est l'accessibilité à toutes ces zones de conflit. Comment faites-vous pour justement répondre à toutes ces difficultés, l'accessibilité sur le terrain? Comment vos hommes se déplacent sur le terrain sur toutes ces zones-là de conflit? Ce n'est pas facile. Comment vous faites? Je vais vous dire comment nous essayons de faire. Collaborer avec les groupes armés? C'est pas question de collaborer. Vous savez, quand vous sauvez les vies, ce n'est plus la personne avec laquelle vous discutez qui est importante, c'est comment vous sauvez la vie. C'est pourquoi il y a les principes humanitaires qui sont là, que nous observons toujours. L'indépendance, la neutralité et l'indépendance. Parce que si vous êtes dans le besoin, je ne vais pas voir votre coloration politique ou chose. En tant qu'humanitaire, ma première des choses, c'est de faire en sorte, Dini, que je vous donne à manger, que vous puissiez survivre. C'est ça le premier réflexe. Le reste, ça vient après. Donc, c'est ça. C'est pourquoi, vous voyez, l'action humanitaire, toujours on dit qu'elle ne peut pas être sujette à une sorte de diktat politique ou de choses, etc. Coloration politique, non. Parce que quand vous sauvez les vies, si vous devez dire, parce que telle personne est rouge ou jaune, donc je ne vais pas faire ça, vous ne sauvez pas les vies. Et c'est ça. Il y a une catastrophe qui est là. Vous ne cherchez pas à savoir quel est le nom de la personne, quelle appartenance à cette personne. Vous allez directement pour sauver la vie. Donc je crois que c'est ça. Donc c'est pourquoi, vous savez, en tant que coordonnateur humanitaire, nous devons être à même de pouvoir négocier l'accès.
Si il y a des endroits où des populations sont là, elles n'ont pas les ressources et elles ont besoin de s'il faut négocier, on négocie. Là, comme je dis, il n'y a pas de dictat politique. Mais c'est ce que les gens doivent comprendre. Et ça, c'est absolument essentiel. Parce qu'au bout du rouleau, que ce soit un pays, que ce soit une communauté, qu'est-ce que nous recherchons? C'est vraiment le bien-être des populations. Et nous savons que ces populations, que nous appelons aujourd'hui des déplacés internes, avaient leur maison, avaient leur façon de vivre, avaient leur champ, avaient tout ce qui leur mode de vie. Tout ça, ça a été perturbé par justement ces événements, ou les groupes armés, ou une catastrophe, ou une grande épidémie qui a fait qu'ils se déplacent. Donc je crois qu'au bout du rouleau, et c'est ça vraiment j'allais dire la force de l'humanitaire, c'est que pour nous, la première des choses, c'est d'abord d'aller vers les gens vulnérables qui, à cause d'une situation qu'elles ne maîtrisent pas, elles sont là, elles peuvent ne pas avoir de l'eau potable, elles sont sujettes à des épidémies. C'est un réel problème. Et c'est ça qu'il faut faire. Alors donc, vous me parlez de comment nous faisons l'accès. Ouais. Il y a plusieurs façons de faire. Vous savez, nous avons aussi une ligne aérienne, souvent que nous appelons UNAS. C'est vraiment si vous voulez, la ligne aérienne pour les humanitaires. Il y a certains partenaires qui nous aident à financer. Moi-même, en tant que coordinateur humanitaire, j'ai un fonds commun humanitaire où je contribue à ça pour faciliter. Et ça, en général, on permet à tous les humanitaires de se déplacer. Ça, c'est un. Deuxièmement, dans des zones où, par exemple, vraiment la route où il y a des ponts qui font qu'on ne peut pas passer et tout, sur les fonds humanitaires, on essaie d'aider au moins à créer des ponts. Bon, peut-être pas des ponts, je sais pas, avec tout le confort qu'il faut, mais pour seulement pouvoir faire passer la nourriture et aller sauver les vies qui fait ça. Il y a des moments où, vous savez, il y a l'accès physique, mais il y a aussi l'accès politique, si je peux l'appeler ainsi. Ce qui fait que souvent, si c'est l'accès physique, bon, on essaie quand même de trouver tous les moyens, s'il faut prendre un hélicoptère par-ci, etc. Il y a eu des cas dans des pays, on ne l'a pas fait encore ici en RDC, où l'action humanitaire a été de jeter des vivres à partir de l'avion, parce que l'accès était tellement difficile. Et tout. Donc c'est ce que nous faisons. Donc ça c'est pour l'accès physique, nous le faisons. Souvent, donc, dans des endroits où il y a des groupes armés qui sont là, bon, heureusement maintenant de moins en moins au niveau de la RDC, c'est de pouvoir aussi aller dire non, nous voulons l'accès en tant qu'humanitaire. Si vous ne nous donnez pas l'accès, c'est que vous aussi, vous dites que vous protégez les populations, vous ne les protégez pas. Nous voulons cet accès pour aller vraiment sauver les vies. Et ça, c'est absolument essentiel. Et quel est l'accès politique, justement, pour atteindre ces populations? Non, c'est là que je dis. L'accès politique, c'est-à-dire s'il y a des zones dans lesquelles, par exemple, il y a des groupes armés qui sont là ou quelque chose, souvent, les humanitaires font vraiment ça. C'est-à-dire, c'est de pouvoir aller et discuter avec ça pour leur dire nous voulons atteindre les populations. Ça ne veut pas dire qu'ils soutiennent ces groupes. Mais comme je vous l'ai dit, l'humanitaire, et n'oubliez jamais ça, l'objectif premier de l'humanitaire, c'est faire en sorte que les personnes vivent, sauver les vies. Justement, parce que nous parlons de ces populations vulnérables, un autre problème, c'est aussi la protection des droits civils. Vous avez ce réel problème. Comment est-ce que vous procédez pour protéger ces civils? Ça, vous savez, je dis toujours la protection des civils. C'est vrai que c'est le mandat des humanitaires, mais c'est le mandat du gouvernement, c'est le mandat de la MONUSCO, c'est le mandat de tout le monde. Parce qu'au bout du jour, ça doit être ça. Donc tout le monde doit y contribuer. Cette protection peut se faire, il y a les voies militaires. C'est pourquoi souvent, on essaie, si on peut utiliser même l'armée nationale, souvent ça a été fait, ou l'armée, ou bien la force de la MONUSCO, cela se fait. J'appelle ça la protection des civils, aspect militaire. Mais il y a tout un autre aspect de la protection civile qu'il faut faire. C'est pouvoir mettre en place des systèmes d'alerte précoce. Par exemple, créer dans des zones comme ça, à défi, pouvoir donner des moyens de communication aux populations pour que si
elles sentent qu'il y a un mouvement ou un défi qui est là, qu'elles puissent tout de suite alerter, et pour qu'en ce moment, ou que nous puissions déclencher un processus par même les forces armées congolaises qui peuvent peut-être aider, ou par la force de la MONUSCO. Alors un autre grand défi humanitaire ici en République démocratique du Congo, c'est le financement. Ce sont les bailleurs de fonds qui apportent leur aide pour trouver une réponse à la crise humanitaire en République démocratique du Congo. Entre-temps, les crises se multiplient dans le monde. Aujourd'hui, on ne parlera pas de la Libye, la Syrie, etc. Ce sont les mêmes bailleurs de fonds qui viennent en aide pour subvenir aux besoins de toutes ces populations vulnérables. Est-ce que vous pensez que ça ne va pas déranger un tout petit peu le budget aujourd'hui de l'humanitaire en RDC? Parce que bon, ça fait quand même plus de 20 ans que la RDC traverse cette crise humanitaire pour pallier aux problèmes des récentes crises à travers le monde. On ne parlera pas toujours de la RDC. Les bailleurs de fonds peuvent aussi se lasser en disant mais toujours la RDC, ça fait plus de 20 ans quand même. Qu'est-ce qui se passe? Non, vous avez absolument raison. Et c'est pourquoi on a besoin de vous aussi, de la presse, pour nous aider dans la mobilisation des ressources. Mais c'est plus que la mobilisation des ressources. On a besoin de vous pour qu'on puisse maintenir justement les esprits sur les défis au niveau de la RDC. Nous savons que la RDC n'a pas choisi d'être dans une situation comme ça. Malheureusement, c'est ça la situation. Donc il faudrait que nous fassions ensemble un plaidoyer important. Et c'est pourquoi le leadership du gouvernement, le leadership de la presse, je suis heureux que vous me donniez cette opportunité, pour qu'ensemble, nous puissions montrer aux gens que vraiment, vous donner un peu, ça va permettre non seulement de changer la situation à RDC, mais ça va permettre véritablement de changer toute la situation même de sécurité au niveau de la RDC. Je peux dire qu'au cours, en tout cas, des 2 dernières années où moi j'étais là, les partenaires ont été très généreux vis-à-vis de la RDC. Par exemple, simplement pour vous donner un exemple, chaque année, pendant ces 2 ans, où le budget qu'on recherchait, c'était d'environ 890, disons 800 millions de dollars. La plupart du temps, en 2013, on a eu jusqu'à 74 ou 80% de financement. 2014, on a eu près de 72% de financement. C'est-à-dire sur les 892 millions, on a pu mobiliser pour la communauté humanitaire environ 519 millions. Donc, et mieux, c'est qu'on a pu vraiment faire venir ici les partenaires pour qu'ils puissent voir. Et on a reçu ici un groupe de partenaires, ils étaient au moins une quarantaine. Pour eux, on les a montré vraiment, pour qu'ils comprennent que pour permettre que la sécurité s'instaure, en attendant, il y a vraiment des aspects importants qu'il faudra faire du point de vue de l'humanitaire. Alors, c'est ça. Il faudrait que nous puissions, moi j'ai bon espoir, que surtout cette année, nous cherchons 692 millions de dollars. Et malgré toutes les crises, c'est vrai ce que vous dites, et vous avez absolument raison, les priorités, maintenant, vous savez, quand vous voyez la Syrie, la Libye et tout, les yeux semblent plutôt être tournés vers là. Exactement. Mais je crois que nous avons un peu réussi, avec vous, la presse justement, à maintenir encore la RDC dans ce contexte pour que les populations comprennent les défis de ça. Et je crois que ce qui est aussi important, c'est que la plupart des partenaires qui sont venus et qui ont fait la visite en République démocratique du Congo, et de plus en plus, et je crois que c'est vers ça que nous allons aller, c'est d'essayer un peu en fait de l'urgence, mais faire en sorte que l'urgence crée les conditions pour le développement. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Cette femme qui veut retourner chez elle, il faut que ça soit le développement. C'est le développement qui va faire, parce que quand elle va être là-bas, il faut pouvoir l'aider à cultiver, il faut pouvoir lui donner les semences et tout. Ça, c'est pas l'humanitaire, ça, c'est le développement. Donc, il faut pouvoir faire le lien entre les deux pour que nous puissions réussir. Donc, j'ai bon espoir, en tout cas par rapport jusqu'à présent à la réponse que nous avons eue des partenaires, que cela se fasse. Le Congo, c'est un des pays où nous avons un groupe qu'on appelle des bons donateurs humanitaires. Et vraiment, qui se retrouvent là et qui nous aident beaucoup en travaillant avec nous et avec le gouvernement pour faire en sorte que nous puissions mobiliser les ressources. Alors, vous êtes arrivé en fin mandat ici en République démocratique du Congo. Vous avez trouvé une crise complexe
ici en RDC. Avez-vous le sentiment d'avoir aidé la RDC dans son action humanitaire pour trouver une réponse à ces crises-là? Aujourd'hui, on peut dire que vous avez pu matérialiser et finaliser vos projets ici en République démocratique du Congo. Vous savez, je suis... Si vous devez vous juger vous-même. Non, je ne peux pas juger, je préfère que les autres le jugent, mais j'ai contribué. J'ai contribué, je crois que les défis sont immenses, parce qu'au-delà de l'action humanitaire est vraiment déclenchée par la sécurité. Qu'est-ce qui a marqué votre passage ici en RDC? Quand on parlera de M. Moustapha Soumaré comme étant coordonnateur humanitaire, qu'est-ce qu'on peut retenir de vous, de votre action humanitaire? Bon, peut-être que c'est une question qui va être posée à d'autres, mais moi je dirais, au moins j'ai contribué d'une part à faire en sorte que je resserre fortement les liens entre les humanitaires et le gouvernement. Deuxièmement, que j'ai essayé vraiment d'amener la communauté humanitaire dans le cadre de ce que nous appelons l'agenda de transformation, c'est-à-dire vraiment avoir des structures vraiment humanitaires légères qui puissent travailler et qui puissent vraiment avoir des résultats. Troisièmement, je crois que j'ai contribué à faire en sorte que, parce que vous savez, sauver les vies, c'est un slogan. Mais comment vous allez vraiment montrer que vous avez sauvé les vies? C'est là où tout cet aspect de montrer aussi les résultats, c'est important. C'est ça qui va faire en sorte qu'en fait, que nous puissions maintenir vraiment la RDC dans ce contexte-là. Donc, vraiment, moi, je dis, je ne prends pas le crédit. Le crédit est plutôt à ceux qui me soutiennent, le crédit est plutôt au gouvernement d'abord, et puis aussi aux humanitaires qui sont sur le terrain, dans des endroits souvent impossibles, sans la presse. Mais quelles sont par exemple les actions que vous avez menées sur le terrain avec votre équipe humanitaire? Plusieurs activités, c'est-à-dire je ne veux pas rentrer dans tous les aspects. Par exemple, vous savez, parce que c'est lié à des crises. Et un des points, je donne tout juste un exemple. Vraiment pour ne pas rentrer dans ça, parce que je crois que je ne veux pas faire l'éloge pour moi ici, l'éloge plutôt ça doit être vraiment à mes collègues humanitaires. Quand il y a eu la crise Ebola, à Bouende, la première réaction qui a été faite et les premiers fonds qui ont été mis en place, à part dès que le gouvernement a mis le million sur la table, nous avions été, moi en tant que coordinateur humanitaire, j'ai décidé, sans consulter personne, j'ai dit c'est important, c'est urgent. Nous avons sur le million de dollars, le gouvernement a mis $1 million au début, nous avons mis 4,5 millions de dollars. Et là aussi, vous savez, c'est là où pour moi j'ai dit, c'est cette belle image avec laquelle je vais partir. Parce qu'on a eu un leadership tellement fort du gouvernement. Parce que là, tout le monde était rangé en ce moment derrière le gouvernement. Oui, on a vu le ministre de la Santé exactement. Très impliqué sur le terrain avec l'OMS, l'action de l'OMS sur le terrain. Pas seulement l'OMS, le PAM, l'UNICEF, en fait toutes les agences humanitaires, sans compter les autres agences, les ONG même, qui travaillent tout ça. Et c'est là où je dis, parce que si nous en tant qu'humanitaires, nous sommes là, notre rôle, c'est vraiment d'accompagner le gouvernement. Et quand on voit des activités comme ça, c'est un exemple que je donne comme ça, le gouvernement qui a pris le leadership, on avance dans ça. Voilà. Donc je ne veux pas rentrer dans le détail de tout ce que j'ai pu accomplir, parce que je ne pense pas que j'ai accompli, parce que c'est les autres qui ont fait. Mais j'ai donné peut-être le leadership qu'il faut pour pouvoir aider et mieux aider la population. Mais aujourd'hui, par exemple, début 2015, que pouvons-nous retenir de la situation humanitaire en RDC? Je peux dire que, vous savez, la situation humanitaire est toujours liée aussi à la situation sécuritaire, surtout parce que actuellement, quand on voit du point de vue des 4 crises dont je vous ai parlé, par exemple les conflits armés, les épidémies, les catastrophes naturelles, la malnutrition, plus de 70-80%, c'est vraiment les crises, donc liées à l'insécurité. Et c'est pourquoi une bonne partie, en fait, du financement humanitaire se retrouve à l'Est. Parce que c'est là où il y a ces groupes armés qui font ça et tout. Donc moi, je me dis déjà, avec vraiment ce que le gouvernement a fait, avec le fait qu'ils ont quand même défait le M23, l'engagement qu'ils sont en train de faire maintenant pour aussi prendre tous les autres groupes armés, ADF et puis maintenant le FDLR, moi je pense que nous sommes sur une pente réelle de dégression, si je peux
le décrescendo de la situation sécuritaire. Et le moins il y aura des problèmes sécuritaires, le moins il y aura vraiment besoin d'action humanitaire. En tout cas, en ce qui concerne. Nous en avons encore des problèmes sécuritaires en RDC. Alors, s'il faut donner une note sur 10 sur la situation humanitaire, combien vous donnerez? Je ne pourrais pas donner de note pour ça. Moi, je dis c'est dans l'action humanitaire. Si c'était une bonne note, vous n'hésiterez pas. C'est que la situation reste quand même catastrophique. Non, pas du tout. Je ne dirais pas catastrophique. La situation s'est beaucoup améliorée. La situation s'est beaucoup améliorée. Il y a toujours des défis. Et c'est ça que vous savez, c'est ça aussi nous avons vu, par exemple, quand on prend l'Est, très souvent, par exemple, quand les FARDC et tout s'attaquent à un grand groupe armé, il y a les autres groupes opportunistiques, comme je les appelle, opportunistes, les Maïmaï, etc. Donc ça fait une sorte de cercle vicieux. Mais moi je me dis, si les grands groupes, et c'est là la volonté du gouvernement, si ces grands groupes vraiment armés sont défaits, ça va avoir une implication totale sur les autres groupes armés et ça va maintenir le chose. Mais la chose la plus importante que moi je constate, et je vais avec cette image, c'est que je sens que non seulement côté du gouvernement, mais côté de la population, il y a une prise de conscience réelle qu'il est important que l'on mette fin à tout ça. Et c'est ça qui est important, et c'est ça qui va faire la différence. Alors, M. Soumaré, vous quittez la République démocratique du Congo pour le Sud-Soudan, une zone à risque, aujourd'hui des guerres. Comment vous vous sentez pour affronter cette nouvelle étape, cette nouvelle, nouvelle étape de carrière professionnelle de ce côté-là? Qu'est-ce que vous en pensez? Vous savez... Vous ne regrettez pas de quitter la RDC pour le Sud-Soudan? La RDC est un pays très, très, très complexe, c'est vrai, mais très attachant. Très attachant. Et vraiment, pour moi, il y a certaines choses que en quittant ce pays, que je garderai toujours dans mon cœur. D'abord, le sourire des Congolais. Vous savez, quel que soit le problème, quel que soit le défi, même cette dame qui était dans une situation comme ça, il fallait voir le sourire qu'elle avait quand même en me disant cette vérité, je veux retourner chez moi avec ça. Ça, c'est un élément important. Deuxièmement, la chose avec laquelle je veux partir, c'est que vraiment, c'est la résilience de la population. Vous savez, on a vécu des cas ici où, à cause de ces groupes armés, il y a un certain groupe de personnes déplacées que l'on retrouve dans un endroit. Le temps de les mettre ensemble et de pouvoir venir en aide en revenant, elles sont déjà parties parce qu'il y a un groupe armé. Mais malgré tout ça, ces mêmes populations qui sont dans les camps veulent retourner chez elles, changer leur vie, parce que pour elles, la vie dans les camps n'est pas bonne. Cette résilience-là, pour moi, c'est extraordinaire. Et mieux, maintenant, le troisième élément vraiment important avec lequel je vais dans ça, c'est que le fait d'avoir travaillé en RDC, où j'ai pu avoir vraiment une expérience réelle de toutes les sortes de crises, que ce soit crise conflit armé, que ce soit crise malnutrition, que ce soit Vous êtes bien armé pour le Sud-Soudan. Exactement. Donc vraiment, je crois que je pourrais dire que la RDC m'a bien formé pour mon prochain poste. Merci beaucoup, c'est un réel plaisir de vous avoir sur ce plateau. Nous tendons vraiment à la fin de notre magazine. Un tout petit dernier mot pour la population congolaise, le gouvernement congolais qui vous a accompagné lors de votre mandat ici en RDC. Vous savez, c'est avec beaucoup d'émotion que je quitte ce pays. Pendant ces 2 années, je me suis fait beaucoup d'amis dans ce pays. C'est vrai qu'on a eu des discussions souvent houleuses. Souvent, on a eu des divergences de concepts, de conception, mais on a maintenu quand même le cap ensemble. Et ce cap, c'était de voir comment on peut aider les populations congolaises. Je veux aussi, comme vous le savez, j'aime beaucoup la rumba congolaise. Elle va beaucoup me manquer. Cette rumba congolaise que j'ai apportée, j'ai beaucoup de disques que j'ai achetés, de CD, de chanteurs congolais. Et je vais certainement, à mes moments difficiles là-bas, écouter cette rumba pour me rappeler justement cette résilience et cette sorte de sourire que j'ai pu avoir. Mais vraiment, je voudrais
vous remercier pour l'opportunité que vous me donnez, pour vraiment dire merci d'abord au gouvernement pour tout le soutien dont j'ai bénéficié. Merci à tous les amis congolais, congolaises qui m'ont aidé dans cette tâche. Ça n'a pas toujours été facile. Et aussi, merci vraiment à la compréhension de la population congolaise. Merci, Monsieur Moustapha Soumaré. Ça a été un plaisir de vous recevoir sur notre plateau de Show Diplomatique. Donc voilà, c'est la fin de notre entretien. Je rappelle donc à tous nos chers téléspectateurs que je venais de m'entretenir avec l'envoyé spécial adjoint du secrétaire général des Nations Unies ici en RDC, coordonnateur du système des Nations Unies, coordonnateur humanitaire et représentant pays PNUD ici en République démocratique du Congo. Avec lui sur ce plateau, nous avons parlé de la situation humanitaire en République démocratique du Congo. Merci de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe technique et à mercredi prochain pour un nouveau numéro. Bonsoir chez vous.